Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je salue également les gens ce soir qui nous écoutent en direct sur Internet. C'est la première soirée qu'on est en mesure de diffuser via le site de TVCO. Donc, ceux et celles qui n'ont pas accès au câble conventionnel, maintenant, on peut suivre en direct sur Internet. Important de suivre l'actualité municipale. Cependant, ce soir, c'est pas l'ordre du jour le plus imposant de l'histoire, mais c'est tout de même important de suivre notre actualité municipale. Donc, pour débuter, je vais demander à notre greffier, M. Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 10 février 2025 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture ou dépôt des minutes, 1. Adoption des procès-verbaux suivants, A. Séance extraordinaire du 16 décembre 2024, en B. Séance extraordinaire du 16 décembre 2024 concernant le budget. En D. Règlement, 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-01 pour le 79 chemin de l'Équerre, suivi en 2 de l'adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2025-01. En 3, adoption du règlement numéro R898-2025 ayant pour objet d'autoriser la construction d'un centre de retour et de tri des contenants consignés dans les zones C264 et C265. Résolution, administration et législation. 1. Projet des mini-maisons, aménagement, décret. En 2, croisière Normand incorporée, saison 2025. 3. Kiosque d'alimentation rapide, saison 2025. En 4, quartier des moissons, protocole d'entente, avenant numéro 2. En 5, office régional d'habitation, projet de la rue Forgette. Dans sécurité publique, en 6, achat d'une camionnette, adjudication de la soumission et décret. En 7, achat d'équipements et sauvetage nautique, décret. En urbanisme et mise en valeur du territoire. 8, le programme PSM-MPI, autorisation de paiement pour les travaux au 116 rue Saint-Joseph. En 9, demande de permis PIA, consigne action. Dans loisirs, parcs et culture, il n'y a rien inscrit. F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, tournoi annuel de water polo. En 2, auberge des balcons, versement de l'aide financière. En 3, comité rêve d'automne, nomination des représentants de la ville. En 4, projet pilote de marché public intérieur hors saison, autorisation. Suivi en G de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de janvier 2025. Suivi en I, période d'intervention des membres du conseil. En J, question du public, call levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'ai M. Boily qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Maintenant, en C, lecture, dépôt des minutes. En 1, adoption des procès-verbaux suivants. En A, séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Duchesne qui seconde. En B, la séance extraordinaire du 16 décembre également 2024. Ça, c'était la séance qu'on avait sur le budget. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en propose l'adoption? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En D, règlement en 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-01. C'est le 79 chemin de l'Équerre. Donc, c'est pour autoriser la construction d'un garage privé isolé d'une superficie de 83,7 mètres carrés, alors que le règlement prescrit une superficie maximale de 70 mètres carrés. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est la proximité des limites du périmètre urbain qui, hors de celui-ci, permet une superficie de 85 mètres. On a également la grandeur du terrain qui permet de
aisément d'avoir cette superficie. La superficie qui est nécessaire à l'entreposage des véhicules, également du requérant, là, se dit importante. Et le requérant, là, selon le requérant, le propriétaire voisin n'est pas opposé à la demande. Donc, c'est une dérogation qui est possible selon notre réglementation. Il y a eu analyse là, par les membres du comité consultatif d'urbanisme et les membres proposent au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont présents ici dans cette enceinte et qui voulaient s'exprimer sur le sujet? Non. M. Bouchard, est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable? Aucun commentaire. D'accord. Donc, je vais clore à l'instant la période de consultation publique et je demande au conseil si on est prêt à adopter une décision. Donc, M. Boily, vous proposez d'accorder le permis. Donc, j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D3, adoption du règlement numéro R898-2025 ayant pour objet d'autoriser la construction d'un centre de retour et de tri des contenants consignés dans les zones C-264 et C-265. Il y a eu un avis de motion qui a été déposé là, en séance extraordinaire la semaine dernière. On sait que le gouvernement québécois, par le biais de son ministère de l'Environnement, fait en sorte que dès le mois de mars, il va y avoir plusieurs contenants qui seront consignés maintenant. Là, lorsqu'on arrive à l'épicerie, là, on va devoir nous remettre le dissous, des choses comme ça. Ça fait en sorte que ça donne quand même bien des contraintes aux différents supermarchés, d'alimentation, aux dépanneurs, tout ça, qui ne sont pas en mesure de tout prendre les contenants et de les entreposer dans leurs entrepôts. Donc, avec le gouvernement, il y a eu des centres de consignation là, qui vont être en place sur l'ensemble du territoire québécois. Il y a 2 sites qui sont revenus dans la région de Charlevoix, un du côté de la Malbaie et un du côté de Baie-Saint-Paul. Donc, pour Baie-Saint-Paul, c'est à même le quartier des Moissons. Donc, ça va être un centre pour consigner les bouteilles, entre autres, et tous les matériaux là, de ce type, donc les contenants qui sont consignés. Il y a quand même deux types là, qu'on peut faire là, pour permettre le tout. Il y a toujours la fameuse modification réglementaire pour permettre le changement de zonage. C'est quand même plusieurs mois, ou encore la loi là, sur l'environnement permet au conseil municipal de l'adopter là, directement sans modifier le zonage via là, un règlement. Comme on a fait là, pour la garderie, là, celles qui nous suivent là, religieusement savent que dans les dernières années, on avait permis là, de construire une garderie là, sur le boulevard Raymond-Mailloux, une nouvelle garderie là, qui accueille 44 personnes. On n'avait pas 44 jeunes, on n'avait pas modifié le zonage, mais on avait permis là, d'avoir une garderie. Et aujourd'hui, je reprendrai la même décision. Je pense que tous les membres qui sont à la table du conseil avec moi également, ça a été un beau projet. Il y avait eu un petit peu de vent, on va dire ça comme ça, là, des gens qui avaient des craintes à l'époque, mais je pense que toutes ces personnes aujourd'hui, ou du moins la grande majorité, là, sont bien heureux là, de voir les jeunes qui mettent de la vie dans le secteur. Et au niveau, pour le centre de consignation, il n'y aura pas là, rien à l'extérieur, hein, c'est vraiment à l'intérieur. Et il y a déjà des images qui ont circulé là, dans les dernières semaines et c'est quand même relativement beau et esthétique. Donc, c'est sur le lot 6 643 106. Est-ce que j'ai quelqu'un là, qui en fait la proposition? Je vais le faire. J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, le tout est adopté. Résolution, administration et législation en un projet des mini-maisons, aménagement décret. Donc, c'est pour les 2 petites mini-maisons là, qui sont sur le secteur, sur la rue Alfred-Morin. Les mini-maisons n'étaient pas complètes. Il manque quand même là, toutes les armoires. Et les armoires dans une mini-maison, ben, c'est important hein, puisque tout doit être compact et tout doit bien être ordonné puisqu'il y a beaucoup moins de superficie là, pour disposer des différents effets personnels. Il y a également là, tous les perrons, les galeries, les terrasses. Donc, c'est un projet de 105 000 là, pour les 2 maisons, donc autour de 50 000 par maison qui demeurait là, à être complété. Donc, c'est pris à même le surplus libre de la ville et les mini-maisons là, seront complétées dans les prochains mois. Et l'objectif de la ville, c'est de les rendre disponibles au printemps prochain. Donc, c'est quand même dans un avenir rapproché. On précisera également dans les prochaines semaines la façon auquel les gens pourront là, manifester leur intérêt pour habiter ces 2 mini-maisons. Évidemment, il y en a juste 2, fait que c'est clair qu'il y aura des méthodes là, pour sélectionner les personnes qui pourront s'y loger. Est-ce que ça sera une location, ça sera une vente, tout ça, là, ça sera à préciser au courant des prochaines semaines. Il y en a 3 autres hein, qui vont voir le jour au courant de l'année 2025, qui devraient être disponibles à la fin 2025, mais ces dernières là, arriveront meublées avec les armoires, tout ça. Bien, pas meublées avec l'ensemble des meubles, mais du moins avec les armoires et la petite galerie, tout ça. Donc, ça va être différent là, pour les modes de financement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? M. Besson et j'ai M. Fizette qui seconde.
En E2, croisière Normand Inc. Donc, c'est les croisières qu'on a eu la chance d'avoir l'été dernier. Donc, il y a eu des croisières qui ont débuté sur l'estuaire du Saint-Laurent qui sont disponibles à partir du quai de Baie-Saint-Paul. C'était une expérience l'été dernier et ça a été une expérience formidable. Les résultats sont positifs. Donc, ce qu'on viendrait faire, là, ça serait de poursuivre là, les croisières là, sur le Saint-Laurent à partir du quai de Baie-Saint-Paul et on viendrait s'entendre pour une durée de 5 ans avec le groupe Normand, Croisière Normand, pardon, Inc., pour 5 ans. Et il y aurait là, par année là, 500 $ pour 2 organismes. Donc, l'entreprise là, donnerait 1 000 $ à la ville, qui, nous, on viendrait répartir ça là, à 500 $ pour 2 organismes au choix de la municipalité. Donc, c'est quand même là, bien intéressant pour nous. On autorise également la vente d'alcool sur le bateau. Et il y aura conditionnellement l'autorisation de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, les démarches sont en cours au moment où on se parle. Et il y aura aussi permission d'être affiché dans le secteur du quai de Baie-Saint-Paul. Hein, toutes les infrastructures, là, des fois, on nous mentionne qu'il manque d'affichage dans ce secteur-là pour préciser où débutent les randonnées, par exemple, de kayak, où est le pavillon Saint-Laurent, où on peut retrouver là, des expositions, des toilettes, la plage, les croisières. Donc, cette année, on va améliorer l'affichage dans le secteur du quai. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Duchesne qui seconde. Et pour l'entente de 5 ans, là, ce sera l'exclusivité pour à partir là, du quai de Baie-Saint-Paul pour les départs là, en croisière sur le Saint-Laurent. En 3E3, les kiosques d'alimentation rapide, saison 2025, donc c'est les fameux casse-croûtes. Cette année encore, en 2025, on aura là, un casse-croûte qui sera opéré par Mme Martine Simard là, sur un terrain appartenant à la ville, mais qui est juste à côté là, du Maxi de Baie-Saint-Paul, donc le Ultra Bouffe. Il y en aura un second opéré par M. Gilles Simard et Mme Nicole Bouchard, qui sera là, dans la cour du Kiorama de Baie-Saint-Paul, donc le casse-croûte chez Daniel. Et il y aura aussi le casse-croûte là, sur un terrain qui appartient à Mazda. Donc, c'était Mme Sophie Harvey là, dans les dernières années, mais sa concession a été achetée là, par Mme Simard. Donc, Mme Simard là, opérera 2 casse-croûtes. Il reste un espace qui est libre au quai de Baie-Saint-Paul. Donc, ceux et celles qui seraient intéressés là, à opérer là, un kiosque de restauration rapide dans le secteur du quai, vous pouvez déjà là, manifester votre intérêt là, auprès du service du greffe et on pourra communiquer avec vous. Les tarifs cette année, pour ceux et celles qui sont sur des terrains qui appartiennent à la ville, donc celui où Mme Simard opère là, à côté du Maxi, et s'il y a quelqu'un au quai, donc c'est 261 $ là, plus l'IPC par semaine. Et il y a également une taxe d'affaires là, qui est chargée là, de 100 $ par semaine pour l'ensemble des casse-croûtes, peu importe là, si les gens sont sur des terrains là, de la ville ou des terrains appartenant à un promoteur privé. Donc ça, on le dit à chaque fois, hein, on passe ça en séance du conseil, puisque si on se fie à la réglementation de la ville de Baie-Saint-Paul, c'est pas permis d'opérer un casse-croûte sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'il y a une tolérance et que le conseil municipal, là, à chaque année, doit délivrer des autorisations pour ceux et celles qui veulent opérer ce type de commerce. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily et j'ai M. Fizette qui seconde. E4, quartier des Moissons, protocole d'entente avenant numéro 2. Donc, le quartier des Moissons hein, qui est déjà là, dans sa phase 2 de son développement. Et là, ce qu'on vient faire, là, c'est d'exclure le terrain numéro 8 là, qui est dans le secteur commercial du parc des Moissons. Comme la ville là, ne finance pas via là, les ententes promoteurs l'aide financière le secteur commercial, on vient exclure là, ce terrain là, qui est dans une zone commerciale et on ne vient pas là, scinder là, les 2 phases. On autorise également le maire et le greffier là, à pouvoir signer là, le tout avec le promoteur, M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. En E5, ORH, donc c'est l'Office régional d'habitation, projet de la rue Forgette. On sait hein, que la ville de Baie-Saint-Paul, par le biais de l'ORH, il y a 6 logements hein, qui sont sur la rue Forget, là,
du côté de l'ancienne boulangerie Charlevoix. C'est des logements qui sont vétustes, qui datent depuis plusieurs années. Il y en a 2 qui ne sont pas occupés au moment où on se parle, puisqu'ils sont très vétustes et que les gens là, ont quitté le logement. On a eu plusieurs discussions là, avec l'Office municipal d'habitation à l'époque et maintenant régional, et on a avec la Société d'habitation du Québec. Et ce qu'on vient là, nous proposer, c'est de démolir les 6 logements et de les reconstruire et d'en ajouter 9 supplémentaires. Donc, il y aurait 15 logements au lieu de 6 logements. Le tout est subventionné à 90 % par le gouvernement du Québec. Donc, c'est quand même une opportunité pour la ville de Baie-Saint-Paul. Un projet là, qui serait autour de 6 millions de dollars. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul là, aurait 10 % là, à financer, donc autour de 600 000 $ là, qui serait sur 10 ans. Donc, évidemment, il y aura des précisions. On est quand même dans les premiers balbutiements là, du projet. Il y aura aussi là, dans les prochaines semaines et les prochains mois des appels d'offres, mais on sait qu'on a un problème de logement. C'est partout. On a plusieurs solutions qui s'en viennent, mais là, d'avoir une opportunité d'être financé à 90 % ça passe pas à tous les jours. Et c'est aussi dans le parc de logement social, dans les HLM. Donc, je crois que c'est une belle opportunité là, de pouvoir aller de l'avant avec ce dit projet. Monsieur Duchesne, vous êtes également là, président de l'ORH. Est-ce que vous vouliez ajouter des choses sur ce que je viens de mentionner? Non, aucunement, sauf que préciser que c'est une opportunité franchement importante pour nous. Et c'est une ouverture de la SHQ pour faire en sorte de nous donner, de nous mettre de l'avant pour obtenir ces logements-là. Donc, on sait qu'il y a plusieurs régions courtisent présentement pour avoir des logements abordables à prix pour les personnes à faible revenu. Donc, pour nous, là, c'est une très, très belle opportunité. Merci, M. Duchesne. Madame Bouchard, je pense que vous vouliez se proposer. Oui, je vais proposer, puis ça va aider vraiment beaucoup de population, là, des gens là, qui en ont besoin. Fait que d'en avoir plus, ça va être vraiment un plus. Ça. Merci. Donc, Mme Bouchard propose et j'ai M. Fizette qui seconde le prochain. Sécurité publique, assiste achat d'une camionnette. Adjudication de la soumission et décret. C'était prévu, là, même le budget 2025, un camion là, au service incendie. Donc, le camion 111, ce qui est un camion qui est maintenant dans sa 13e année de vie. Et selon là, les exigences de la Société d'assurance automobile du Québec, là, si on ne remplace pas le camion, il y a différentes inspections. Et là, on parle de plus de 21 000 $ d'investissement là, pour être conforme. Hein. Les normes, lorsque c'est des véhicules d'urgence, sont plus sévères que lorsque c'est des véhicules d'un particulier. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on remplace le camion. Donc, on irait là, avec Performance Ford qui s'est démarqué, là, qui était plus bas là, de 4 260 $ taxe nette là, que le deuxième soumissionnaire. Donc, on y va pour un règlement là, par appui donc de 105 000 $. Hein. Le véhicule vaut 62 000 $, mais tous les équipements, les gyrophares, les radios télécommunications, le lettrage, le panneau, le coffre d'aluminium, tout ça, là, ça fait en sorte de monter le projet là, à un peu plus de 100 000 $. Et l'ancien camion là, qui peut toujours être utilisé sur le réseau routier, mais pas comme véhicule d'urgence, donc il servira au service des loisirs et de la culture. Donc, au lieu d'acheter un autre camion neuf au loisir, on va leur donner ce véhicule-là là, qui fait encore très bien, là, mais pas pour être un véhicule d'urgence. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En 7, achat d'équipements sauvetage nautique décret. C'est une formation là, que les pompiers vont suivre, là, que certains pompiers au fait, et ça se déroule même ce week-end, là, du 14 au 16 février prochain. Donc, sauvetage sur glace. Hein, il y a eu sauvetage en milieu riverain, qui est une formation qui a été dispensée lors de l'automne 2024. Et maintenant, pour sauvetage sur glace, on se doit d'avoir un bateau de sauvetage. Je n'ai pas le visuel ce soir, mais c'est pas un bateau là, comme on connaît, c'est pas un fameux Zodiac. C'est vraiment une installation là, qui peut servir là, sur la glace l'hiver. Le bateau, donc, est autour de 7 500 $, mais les différents équipements là, sont à 19 000 $. Fait que le projet est de 27 000 $. Et c'est sur le fonds de roulement. Donc, lorsqu'on est dans le fonds de roulement, c'est qu'on se prête à nous-mêmes. Donc, c'est sur 5 ans. Et on l'a vu avec ce qui est arrivé malheureusement du côté de Saint-Urbain. Il y a eu, le 1er mai 2023, il y a eu enquête du coroner. Les recommandations de la coroner là, devraient être publiées au courant de l'année 2025. Et nos différents là, pompiers doivent suivre la formation
et pour être en mesure de dispenser différents services. Et les pompiers n'étaient pas formés ici à Baie-Saint-Paul pour le sauvetage sur glace. Et c'est une formation là, qui sera donnée, comme je le mentionnais, ce week-end, afin qu'on soit bien en mesure là, de pouvoir offrir le service là, par notre équipe incendie de Baie-Saint-Paul. Donc, on peut voir à l'écran, là, M. Gagnon là, montre à quoi là, peut ressembler là, le fameux bateau là, pour aller là, sur la glace. Là, on voit ce qui est en jaune là, sur l'écran là, ici même. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai proposé. Bouchard et j'ai M. Boily qui seconde. En urbanisme et mise en valeur du territoire, en 8, PSM MPI, autorisation de paiement pour les travaux du 116 rue Saint-Joseph. Donc, c'est l'ancien revêtement de toiture qui a été remplacé par une nouvelle tôle à la canadienne pour la partie principale de la toiture ainsi que pour les lucarnes. La structure de la toiture a été renforcée. Il y a également eu l'ajout de gouttières. Le montant des travaux s'élève à 54 750 et 40 sous. Le montant de la subvention, lui, du côté de la ville, est de 20 500 $. Donc, c'est tout de même assez intéressant. Et c'est déjà là, de l'argent là, qu'on possède. Là. Il y a 40 % là, qui vient là, de la ville à même les coffres et il y a un autre 60 % là, qui vient là, du ministère là, au niveau du gouvernement du Québec. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Là, le service d'urbanisme nous recommande là, de décaisser puisque le tout a été conforme. M. Duchesne propose et j'ai M. Ménard qui seconde. En 9, demande de permis PIA consignation. Donc, c'est en lien avec la dérogation mineure qu'on a octroyée plus tôt dans cette séance. On voit à l'écran là, même là, à quoi va ressembler le bâtiment de consignation. Hein. C'est tout de même assez esthétique, comme je le mentionnais. Donc, c'est pour le lot 6 643 106, donc sur la rue des Moissons. C'est un bâtiment là, qui est destiné au retour et au tri des contenants consignés, qui sera aux dimensions de 10,97 mètres par 24,39 mètres. Donc, une superficie de 268 mètres carrés. Le bâtiment à toit plat, revêtement extérieur acier émaillé Vic West brun foncé posé à la verticale, aluminium plié couleur noire de Gentech, panneau d'aluminium noyer foncé posé à l'horizontale et panneau d'aluminium de couleur vert consignation. Donc, le comité consultatif d'urbanisme le recommande au conseil de délivrer le permis. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai Mme Bouchard qui seconde. F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses en 1, tournoi annuel de water polo. Donc, comme à chaque année, hein, le club de water polo là, organise son tournoi donc, à la piscine du centre éducatif Saint-Aubin. Cette année, ce sera le 10 mai 2025. Donc, c'est un samedi. Et la ville là, étant partenaire de l'activité, on vient là, offrir là, sans frais la piscine. Donc, les gens n'ont pas à payer là, pour le service du sauveteur, la location de la piscine, tout ça. Et je serai là également de passage là, dans la journée, là, également que le directeur des loisirs là, pour les mises au jeu et la remise là, de la bannière en fin de journée. Donc, c'est vraiment pour des prêts d'équipement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Boily qui seconde. En F2, auberge des balcons, versement de l'aide financière. Donc, c'est suite à la séance de janvier. Hein, il y avait l'auberge des balcons. Ça avait été reporté, la décision, là, dans le programme de dons et subventions, dans le discrétionnaire du conseil. Hein, c'est un programme annuel là, qui n'est pas récurrent. Et on vient là, pour une aide financière de 5 000 $ à l'auberge des balcons qui pourra être décaissée. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. F3, comité rêve d'automne, nomination des représentants de la ville. Ça a été mentionné précédemment. Hein, la ville tient à relancer son festival de peinture Rêve d'automne qui se déroulera là, à l'automne 2025. On dit peinture, mais est-ce qu'il y aura d'autres volets? Ça sera à voir. Déjà, on sent quand même là, beaucoup là, d'intérêt et d'engouement de la part de la population. Plusieurs personnes qui m'abordent, qui me disent « Monsieur le maire, j'aimerais ça m'impliquer dans Rêve d'automne pour relancer le festival. » C'est un festival hein, qui a une histoire à Baie-Saint-Paul, qui a été là pendant plusieurs années et je suis un des premiers à dire que ça va être bien intéressant de revoir le tout dans une programmation qui sera certes
plus modeste que ce qu'on a connu là, dans les années où Rêve d'automne là, était à son maximum, mais je crois quand même qu'on sera en mesure d'organiser un événement qui sera riche en images et que les gens là, seront bien heureux de venir fréquenter là, la ville dans les lors de la saison des couleurs où les paysages sont franchement magnifiques. Donc, il y a un comité qui est à se former au niveau du conseil municipal. Donc, il y a M. Boily là, comme conseiller qui s'implique grandement aussi en culture, là, qui sera sur le comité et j'y serai également. Donc, on a bien hâte là, de pouvoir lancer. Je demande le vote. Non. Donc, ça sera intéressant là, de savoir. Maintenant, M. Boily, je suis bien conscient que vous serez en mesure d'apporter la vision du conseil également sur ce comité. Vous êtes déjà bien impliqué là, au sein du Carrefour culturel et dans l'entente de développement là, en culture pour la ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Et je demande le vote. Non. Tiens, t'es gentil. Je t'envoie le réseau. En F4, projet pilote de marché public intérieur hors saison, autorisation. Donc, on a été approché là, par des gens qui veulent organiser un marché public, mais en dehors de la saison là, estivale. Hein. On sait qu'on connaît déjà un marché public l'été qui se déroule là, sur les terrains de Maison-Mère qui attire de nombreux producteurs locaux durant tous les dimanches de la saison estivale. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de débuter une expérience pilote pour le printemps 2025. Et on viendrait, là, nous, prêter gratuitement le Carrefour culturel là, pour tenir ce type d'événement. Ce sera là, donc sans frais et ce sera à partir du mois de mars. Donc, ça s'en vient. Je vais laisser les gens là, de l'événement donner plus de détails, hein, puisqu'ils n'ont pas encore véhiculer les différentes informations relatives à leur événement, mais comme je le mentionne, ce sera un événement qui mettra en vedette les produits locaux en majeure partie et au Carrefour culturel, là, donc la ville, en étant partenaire de l'événement, on vient offrir là, la salle et on le voit hein, avec tout ce qui se passe sur la scène internationale avec les États-Unis, comment c'est important d'avoir notre souveraineté alimentaire, entre autres au Québec et au Canada, d'être capable d'avoir nos différents aliments sans dépendre des États-Unis, où il y a plusieurs batailles avec nos voisins américains. Donc, je pense que c'est intéressant là, de laisser une chance encore à nos producteurs locaux de pouvoir là, vendre leurs produits là, et qui viennent là, du terroir. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson et j'ai M. Boily qui seconde. Donc, en G, correspondance, les membres du conseil ont une copie de la correspondance, donc elle est déposée. Et en H, nous voilà maintenant à l'heure de la lecture des comptes de 25 000 $ et plus par notre directeur général, M. Gagnon. Merci, M. le maire. Donc, pour le mois de janvier, les comptes de 25 000 et plus. Tout d'abord, pour le fonds d'administration, nous avons un total de dépenses de 1 486 484, dont 1 133 578 représentent des dépenses de 25 000 et plus, que je vais vous énumérer. Benoît Tremblay, entrepreneur général, premier versement du déneigement domaine Charlevoix, 36 674. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, principalement le contrat de déneigement, donc 394 062. Il s'agit d'étapes de paiement. La MRC de Charlevoix, principalement la cote-part une partie de la cote-part 2025, 703 199, donc pour un total de 1 133 577. Et au niveau du fonds des dépenses en immobilisation, c'est un petit mois, donc nous avons un total de 342 830, dont 246 296 représentent des sommes de 25 000 et plus. À ces sommes, il y a toiture du four, le remboursement de la caution d'exécution pour la maison René Richard, 50 000 $. Construction, rénovation à Bouchard, des travaux à Maison-Mère, 32 820 et 80. Et construction BSL Inc., premier paiement pour la passerelle ou un paiement pour la passerelle là, le long de la 138 pour les vélos, un montant de 163 475. Donc, 246 296. Le total pour le mois de janvier est donc de 1 829 314. Merci, M. le maire. Merci. Donc, M. Gagnon, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? Donc, j'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. Maintenant, nous voilà à la période d'intervention des membres du conseil. Donc, M. Besson? Non, M. Fizette? Allez-y.
Oui, merci. Vraiment, ça... Écoutez, je vous reviens avec la question d'excès de vitesse. Certains diront qu'il s'agit de la redondance de ma part. Ils auront raison. D'autres diront on n'en parle pas suffisamment, ils en auront raison. D'autres diront il y en est trop question. Il y en a encore bien raison. Mais je le fais à la demande d'une citoyenne qui a remarqué... Je le fais à la demande d'une citoyenne. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça va? Qui a remarqué une légère amélioration depuis ma dernière intervention ici au Conseil. Et cette amélioration-là n'a pas duré. Alors, c'est ce qui motive sa demande. Et je me suis... je accordé cette préséance pour agir ce soir pour elle. Toutes nos rues sont témoins. Toutes nos rues sont témoins. En sont témoins de ces excès de vitesse-là. Tu sais, on n'a pas à s'en... Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Hein? Alors, il faut que nos déplacements soient sécuritaires et la réduction de vitesse, évidemment, c'est une solution qui est sous. Voici ce que dit l'Institut national de la santé publique à ce propos. Ça va mieux comme ça? Oui. Pour les piétons et les cyclistes, le risque de décès, alors, et je cite ce que l'Institut national de la santé publique en dit. Alors donc, pour les piétons et les cyclistes, le risque de décès lors d'une collision avec un véhicule motorisé augmente de façon exponentielle à partir d'une vitesse d'impact à 30 km/h. Ce risque de 10 à 30 km/h, alors qu'il est de 70 à 50 km/h. Je rappelle ici que la MTQ a fixé la vitesse de la rue Ambroise-Fafard à 50 km/h. Bon, c'est parce qu'ils ont refusé d'en faire la réduction. Il faut donc s'en méfier, parce qu'évidemment, psychologiquement, on s'habitue, on développe des façons, on développe des schémas de fonctionnement qui nous met en contact avec le 40 km/h, mais rappelons-nous que la 362, c'est à 50 km/h. Je m'inspire d'une étude réalisée à Rosemont, la petite patrie de Montréal. Il ne s'agit pas d'être contre les conducteurs-conductrices d'automobiles, mais voyons ce que représente rouler à 50 km/h sur un tronçon de rue qui fait 250 mètres. On parle ici donc de 820 pieds. Il nous faudra 18 secondes pour parcourir cette distance à cette vitesse, alors qu'à 30 km/h, le parcours prendra 30 secondes. Cela représente une différence de 12 secondes selon une étude réalisée sur un tronçon d'une rue. Posons-nous donc la question suivante. Est-ce qu'une économie de 12 secondes en différence sur un parcours de 820 pieds a suffisamment de valeur pour courir le risque de tuer un cycliste ou un piéton 75 fois sur 100? Si la réponse ne tient pas à l'évidence aux yeux de certains automobilistes, peut-être serait-il temps d'en parler avec vos voisins qui circulent à vélo ou à pied, ainsi qu'à des parents de jeunes enfants qui résident dans les rues concernées. Doit-on donner vraiment du poids dans la balance à une poignée de minutes face à la vie d'un être humain? Grosse question. Chaque conducteur et conductrice d'y trouver réponse pour mieux sécuriser les parcours des cyclistes, des piétons et des personnes à mobilité réduite, puisque les mesures incitatives adoptées par la Ville ne font pas toute la route pour sensibiliser tout le monde. Alors, c'est une question, là, c'est une question personnelle. C'est une question qui appartient à chaque conducteur et conductrice de faire les efforts qu'il faut pour protéger nos citoyens qui circulent à pied, piétons, puis véhicules. Merci, M. Fizitte. M. Ménard. Oui, juste un petit point, un rappel. Cette semaine, on le sait, cet hiver, il n'y a pas eu beaucoup de neige.
Toutefois, cette semaine, 2 journées, soit jeudi, dimanche, on annonce des quantités quand même assez importantes. Alors, un rappel pour ne pas stationner dans les rues, car pendant les périodes de déneigement, le stationnement dans les rues est interdit. Alors, il va vouloir en prendre note. Merci. Merci, M. Ménard. Mme Bouchard. Bien, entre les deux tempêtes, on va en profiter parce que samedi, le 15 février, ça va être la fête hivernale. Donc, le point de rendez-vous commence à 9h30. Le point de rendez-vous, c'est dans le coin du centre éducatif Saint-Aubin. Il y a vraiment plein d'activités pour la famille. Il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir des hot dogs. Si je me rappelle bien, c'est au profit de la maison des jeunes, Forum Jeunesse. Et il va y avoir vraiment plein d'activités. Allez sur la page Facebook, là, je vous invite à aller voir. Il y a vraiment une belle publication par rapport à cette journée-là. Fait que venez en grand nombre, c'est toujours agréable, surtout si on a un petit peu de neige d'ici la fin de la semaine. Ben, ça va être juste le fun là, de pouvoir jouer dans la neige. Merci, Mme Bouchard. M. Duchesne? Non. M. Boily? Monsieur le maire, une chose à laquelle vous êtes quand même l'exemple parfait. Puis c'est un peu comme moi qui est grand-père. Hein. C'est mon dada. C'est la persévérance scolaire. Cette semaine, du 10 au 14 février, c'est la 21e édition de la persévérance scolaire. Mettrons en fait la lumière et la persévérance derrière chaque accomplissement, rappelant que la persévérance fait toute la différence. Laurent Duvernay-Tardif, pour la 7e année, fait porte-parole. Tout au long de cette semaine, ensemble, nous allons souligner l'importance de chaque geste qui soutient le parcours des jeunes, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Profitons de cette journée de la persévérance scolaire pour offrir une vague d'encouragement aux jeunes à l'école ou en formation générale. Chaque geste compte et aide à construire leur réussite. Tous ensemble, faisons la différence dans leur parcours scolaire et validons leurs efforts. Comme disait Terry Fox, avant de partir pour faire le tour du Canada, en mettant le pied à Saint-Jean-Terre-Neuve, ce qui me fait le plus peur, c'est d'avancer lentement. Ce qui me fait le moins peur, c'est d'avancer lentement. Ce qui me fait le plus peur, c'est de rester immobile. Voilà, merci infiniment. Également, cette semaine, c'est la Saint-Valentin. Présentement, avec tout ce qui se passe dans nos vies personnelles et politiques et également aussi sociales, c'est le temps peut-être de dire aux gens qu'on aime, de leur dire vraiment du fond du cœur ce qu'on pense d'eux, puis qu'on tient à eux. Voilà. Monsieur le maire, merci. Merci, M. Boily. Et c'est vrai que c'est important de parler de persévérance scolaire et je m'impliquerai aussi cette semaine. Là. Demain, je serai à l'Assemblée nationale, demain en soirée, justement, avec M. Duvernay-Tardif, où je représenterai la Fédération québécoise des municipalités et je serai également là, un des conférenciers au Centre éducatif Saint-Aubin ce jeudi là, pour parler de persévérance scolaire chez nos plus jeunes. Donc maintenant, on est à la période de questions du public. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui aimeraient aller au micro? Non. Est-ce que, M. Bouchard, on avait des questions qui ont été là, reçues avant la séance? Oui, M. le maire. J'ai reçu des questions de Mme Thérèse Lamy. Je vais vous les lire. Oui. Le Charlevoisien rapportait, et je cite, « La prise de parole a aussi permis d'entendre d'autres inquiétudes face à l'arrivée d'entre 57 à 67 éoliennes sur Charlevoix. » Étienne Govard, résident de Saint-Urbain et docteur en géologie du Quaternaire, est convaincu que cela aura un impact important sur la capacité de rétention de la forêt boréale dans laquelle il s'implantera, à proximité du bassin versant du bras du Nord-Ouest. Selon lui, le projet augmentera le risque de crues hors normes à Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain à l'avenir. Bien qu'il ne croit pas que ce soit une bonne idée de procéder, il martèle qu'il faudra s'équiper si la balance penche du côté des promoteurs. M. Landry de l'OBV, pour sa part, déclare « Si l'on souhaite un risque zéro des inondations, il ne faudrait pas implanter ces éoliennes à proximité du bassin versant de la rivière du bras du Nord-Ouest.
On ajoute, lorsque l'exploitant quitte, que le réseau continue d'être utilisé, mais sans programmes gouvernementaux d'entretien, c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Ce qu'on demande, c'est de remettre le site à son état original. Tu effaces tes traces comme le prévoit déjà la réglementation, dit le directeur général qui ajoute que peu de parcs éoliens ont été démantelés après utilisation. Des questions. 1. Qui fournira les sommes d'argent pour l'entretien des chemins forestiers? Qui s'assurera que les promoteurs respectent la réglementation et prennent toutes les précautions pour éviter des inondations désastreuses et coûteuses? 2. Qui veillera à ce que les promoteurs, quand les éoliennes auront terminé leur vie utile, au respect de la réglementation, reboisement, etc.? 3. Est-ce que la Ville compte s'assurer qu'un modèle hydrologique qui permet d'anticiper les crues soit implanté? Un outil indispensable suite à la tragédie du décès des 2 pompiers à Saint-Urbain. 4. Est-ce que la Ville est prête à assumer les risques de coûteux dommages aux infrastructures, aux immeubles? Quelles sont les sommes d'argent que vous prévoyez en cas de sévères inondations qui pourraient survenir suite à l'implantation des 67 éoliennes? Combien pourrait coûter à la Ville le soutien qui devra être accordé à ses citoyens? 5. Est-ce que la Ville investira même les redevances qu'elle recevra selon le contrat prévu, des sommes d'argent qui seront déposées dans un fonds spécial désastre? Si l'on pense à sauver les caribous menacés, pourrait-on penser à sauver les citoyens et citoyennes? Merci, Thérèse Lamy. Je pense que c'est un peu fort, là. Bref, il y a plusieurs questions. Là. Je ne répondrai pas à toutes les questions. Je n'ai même pas eu le temps de toutes les noter. Bref, le risque zéro, là, tant mieux s'il y a des gens là, qui parlent du risque zéro. Mais moi, du risque zéro, dans la vie, je n'en connais pas. Là. Même ici, je peux sortir de l'hôtel de ville puis me faire percuter par une voiture en sortant tantôt, bien que le risque est assez faible. Cependant, le risque zéro, dans toutes les études auxquelles on lit, ça n'existe pas. Puis on en parle depuis qu'on a eu les inondations, là, des spécialistes, on en rencontre toutes les semaines, puis on a été assez clair, ça aussi, même si on refait des ouvrages de protection, tout ça, ça n'existe pas. Fait que tant mieux s'il y a des gens qui parlent de risque zéro, moi j'en parle pas parce que ça n'existe pas. Il y a un BAP, un bureau d'audience publique en environnement qui se déroule présentement. C'est là. C'est le temps de poser ces questions-là. Il y a des experts qui ont là, répondu à plusieurs questions lors du premier volet qui a eu lieu dans les dernières semaines. Là, il y a le deuxième volet qui se déroule le 18 février, que les gens peuvent exprimer leurs opinions. Il y a le ministère de l'Environnement qui, justement, a un rôle là, de regarder ça et de délivrer les autorisations finales. Hein. Ce n'est pas la Ville qui est le seul législateur dans tout cela. Puis le ministère de l'Environnement devra regarder ça et par la suite dire oui ou non au projet. C'est sûr qu'au niveau de la Ville, on ne fait pas rien. Là. On ne dort pas dans nos bureaux puis à dire « Ah, ben il y a un projet là, de Boralex puis on ne fait rien. » La Ville a embauché des spécialistes. Il y a des analyses qui ont cours au moment où on se parle. Il reste encore des questions. De dire que toutes les questions sont répondues, ça serait de mentir. Donc, il y a encore des analyses qui ont cours. Il y a des questions, il y a des échanges qui ont lieu avec les différents partenaires. On a parlé tantôt de l'OBV. Mais c'est des gens... On a M. Fizette également qui est sur le CA de l'OBV. Mais c'est des partenaires avec nous. La réserve de la biosphère a été citée aussi. Tout ça, la MRC siège sur la réserve de la biosphère. On a un scientifique à la Ville aussi qui est embauché justement pour nous aiguiller là-dedans parce que c'est somme toute assez complexe. Mais de là de dire qu'on va prendre soin des gens pour pas que les gens là, soient... Je me souviens plus de la phrase, mais que les gens soient inondés, tout ça. Là, je pense qu'il faut pas non plus paniquer non plus avec ça. Là. La Ville aussi, dans les dernières années, puis pas juste dans ce mandat-là. Là. Il y a les conseils municipaux aussi précédents, tout ça, il y a bien des développements qui ont été permis à Baie-Saint-Paul en montagne, que des fois, les routes lâchent à tous les printemps, puis que des fois, les gens, la sécurité, on peut en discuter aussi. Là. Je nommerai pas les quartiers, mais Baie-Saint-Paul, on n'est pas juste dans le secteur urbain. Hein. Dans le secteur rural, il y a des endroits que ça peut être aussi plus ardu dans le printemps, lorsqu'il arrive la crue des eaux, tout ça. Fait que, je pense que c'est tout un risque qui est contrôlé. Hein. Ça, je le disais encore une fois, le risque zéro n'existe pas, puis on essaie de trouver des solutions. Oui, c'est clair que dans tout ce projet-là, il y a des redevances, hein, mais des fois, il y a des gens qui demandent
la ville devrait créer des logements, la ville devrait faire ci, la ville devrait faire ça. Mais là, quand on demande qui paye, ben là, on n'a pas de réponse. Puis là, ça permet justement d'une énergie verte. Hein. L'éolien, jusqu'à présent, c'est pas du mazout. Fait que oui, est-ce que c'est parfait? Sûrement pas. Mais bref, c'est un projet qu'on croit qu'il y a quand même des bénéfices, mais je dis pas qu'on est nécessairement en faveur de tous les éléments. Il y a des questions qui restent à répondre, puis il y a des biologistes qui ont un rôle à jouer. Mais bref, c'est un projet qui peut quand même être intéressant là, pour la ville de Baie-Saint-Paul, puisque oui, il y a de belles redevances qui peuvent être versées. Lorsqu'on fait juste se tourner la tête et regarder l'aréna, mais on parle d'1 250 000 $ qui a permis de rénover l'aréna et d'autres projets aussi dans la ville, dans les autres municipalités de la MRC. Donc, c'est quand même pas rien. Mais à savoir si on veut toucher des bénéfices, des redevances en mettant en péril la sécurité et la santé des citoyennes et des citoyens de la ville, la réponse est non. Jamais, au grand jamais, on prendra de risque pour nos citoyennes et nos citoyens. Dans les dernières années, on l'a vu avec les inondations. On a quand même bien agi, même s'il y en a d'autres qui pensent le contraire, mais je persiste à dire que la ville de Baie-Saint-Paul a tout fait à son possible, puis on continue de le faire. Il n'y a pas une semaine qu'on ne parle pas des suites des inondations. On est en communication constante avec le gouvernement québécois et le gouvernement canadien pour justement la suite. Il y a des analyses qui se déroulent sur les différents cours d'eau. Et ce qu'on veut, c'est de s'assurer que les gens soient en sécurité à Baie-Saint-Paul. Puis ça, c'est sûr que la ville, c'est ça notre priorité, là. Jamais on prendra des décisions qui mettront en péril la sécurité des gens. Puis des études, bien là, actuellement, ce qu'il y en a qui disent que là, ça pourrait amener des risques d'inondation, tout ça, bien, c'est pas tous les experts qui sont de cet avis-là. Puis, il faut quand même prendre ça avec parcimonie. Moi, je suis pas un expert de ce domaine-là, fait que je me fie à ce qu'on lit comme littérature, mais là, on laisse les experts, justement, en débattre eux-mêmes. Il y a un bureau d'audience publique en environnement qui a lieu, justement, pour faire des recommandations au ministère de l'Environnement. Et le ministre, ainsi que le Conseil des ministres, prendront les décisions en conséquence, mais du côté de la ville, comme je vous dis, on ne fait pas rien, on fait notre devoir, mais en même temps, on n'est pas tout seul dans ce dossier. Est-ce qu'on avait d'autres questions, M. Bouchard? Non? Donc, nous voilà maintenant à la fin de la séance. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une agréable soirée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour lever la séance? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Besson. Merci.